Donc bonjour à tous, bonsoir. Donc merci Critéo pour nous accueillir une nouvelle fois, en tout cas à moi. Décidément, je passe pas mal de temps ici. Sur ce talk, on va plutôt voir plus que Kafka, parce que je pense que c'est un Kafka Meetup, donc on va parler Kafka, mais avec une perspective plutôt euh, ingestion de données dans un lakehouse, et notamment Iceberg, Polaris. Pour me présenter rapidement, donc, je suis JB, je suis directeur de la Fondation Apache pour la deuxième année. Le premier français, à ma connaissance. Comme on dit par chez moi, le premier à jamais. Je suis membre PMC de plus d'une vingtaine de projets Apache. Certains dont on va parler ce soir, Iceberg, Polaris, pas Kafka. Et en parallèle de ça, je lead l'équipe open source chez Dremio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur, à la fois un catalogue et un query engine. Donc si vous connaissez Spark, Flink et tout ça, bah, c'est pareil. Alors je ne vais pas vous dire que c'est mieux, mais c'est mieux, quoi. Qui connaît Iceberg avant d'aller dans le détail? Qui connaît dans le détail Iceberg? Ouais. C'est quoi pour vous Iceberg? Si je vous pose la question, comment vous décririez Iceberg pour vous? C'est quoi en termes de projet? Alors, vous allez me répondre en format de table, c'est vrai. Il y a Delta, il y a Paymon, il y a Woody, il y en a d'autres. Iceberg, je pense que c'est celui qui est le plus populaire aujourd'hui. Mais en fait, si on regarde le projet Iceberg, c'est 4 specs. C'est-à-dire que Iceberg, alors je suis désolé, ceux qui sont derrière le poteau, j'avancerai, je reculerai pour vous voir. C'est 4 spécifications. Il y a une spécification qui s'appelle table, l'autre qui s'appelle vue, l'autre qui s'appelle Puffin, j'y reviendrai un peu plus tard, et une autre qui s'appelle REST Catalog. Tout ça, c'est une spec, et vous avez deux options. Soit vous implémentez la spec from scratch, vous codez tout, c'est ce que fait Google. Par exemple, Google fait sa propre implémentation de Iceberg, ou vous reprenez des librairies qui sont aussi fournies par Iceberg pour les intégrer dans votre Query Engine. C'est ce que fait Dremio, par exemple, ou Fabric chez Azure. Donc en fait, si on caricature un peu, 4 specs. Iceberg, c'est pas un système de stockage. Ça délègue à un système de stockage existant, Parquet, Orc, bientôt Vortex. Je ne sais pas si vous connaissez Vortex un petit peu, non? C'est un parquet-like de chez Microsoft, donc ils sont en train de préparer. C'est pas un moteur d'exécution, c'est pas un query engine en lui-même, hein. Iceberg, c'est uniquement, j'ai des fichiers parquet qui sont gérés parquet ou Orc, hein. Donc c'est ici, ce sont les data files. Donc les data files, imaginez, c'est du parquet. Sauf que ce parquet, c'est pas vous qui l'écrivez, c'est pas vous qui le lisez, c'est Iceberg qui va s'en occuper pour vous. Et en fait, grâce à ça, ça va vous fournir une sémantique de table. Donc vous allez utiliser vos fichiers parquet comme si c'était des tables d'une base de données classique. Vous allez faire des selects, des inserts, des machins, etc. dessus. Pour faire ça, si on a juste du fichier parquet, ça va être compliqué d'avoir des tables. Donc par-dessus ces fichiers parquet, on rajoute des métadonnées. Ce sont les fichiers manifestes, ici, qui vous permettent de dire voilà le schéma de cette table. Cette table, elle a 4 colonnes, elle est partitionnée comme ça, et elle utilise ces fichiers parquets pour stocker vraiment les données. Donc c'est ça Iceberg. On a par-dessus les manifest files, on a les manifest lists, et tout ça c'est packagé dans un gros JSON qui s'appelle le metadata.json, qui décrit une table. Voilà la table. Et pourquoi j'ai toute cette hiérarchie? C'est parce que dans Iceberg, vous pouvez faire ce qu'on appelle du time travel. À chaque fois que vous allez insérer de la donnée dans Iceberg, que vous allez committer, ça va créer un nouveau snapshot. Et là, vous pouvez commencer à réfléchir à comment on va ingérer de la donnée dans Iceberg. Toute la complexité de je lis d'une topic Kafka, type streaming, et j'insère dans du Iceberg. À quel moment je fais le commit? À quel moment je fais mon snapshot, en fait? Et là, on a déjà un peu de problématique. Grâce à ça, on a une gestion des propriétés transactionnelles, c'est-à-dire que vous pouvez committer, rollbacker des transactions comme vous le feriez avec une base de données, mais c'est fait sur pas une base de données. Vous pouvez faire évoluer votre schéma, donc rajouter une colonne, supprimer une colonne. Et donc ça permet, sans modifier les fichiers parquets nécessairement, vous pouvez rajouter des nouveaux schémas. Vous pouvez aussi partitionner vos tables, dire cette table, elle n'est pas partitionnée sur un gros truc énorme, un parquet énormissime dans une bucket S3. Et elle va être partitionnée dans plein de buckets S3.
Et vous allez avoir des transformations, donc des fonctions qui vont vous dire comment vous allez partitionner votre table. Deuxième un peu caractéristique déjà, on anticipe sur la data ingestion. Comment je vais ingérer mes données en fonction du partitionnement de mes tables, qui a un impact non négligeable. Je ne viens pas dans le détail de toutes les caractéristiques de Iceberg, mais vous avez déjà une idée. Je vous ai dit qu'on a un gros metadata.json. Ce metadata.json, il correspond à une table. Le query engine, donc celui qui va faire la requête, votre outillage ou votre query engine Spark, Flink ou autre, il va bien falloir qu'il demande à Iceberg, hey, donne-moi le metadata.json qui correspond à la table T1. Et en fait, celui qui va faire ça, c'est le catalogue. Le catalogue dans Iceberg, il vous permet d'abord d'avoir une espèce de registre de table. Comme vous avez un catalogue dans une base de données, quand vous faites, vous savez, describe tables, là, où vous avez la liste de toutes les tables, vous avez pareil grosso modo dans Iceberg, grâce au catalogue. Quand on a démarré au début les catalogues d'Iceberg, on n'avait pas de catalogue, les premières versions d'Iceberg, du tout. C'est-à-dire c'est le file system qui faisait catalogue. C'est-à-dire on allait dans une gros bucket S3 ou un HDFS old school, et on disait donne-moi tous les metadata.json. Bon, inutile de vous dire qu'au niveau perf, c'était pas terrible, et au niveau découverte des tables, c'était pas non plus terrible. Donc assez rapidement, on a rajouté des nouveaux catalogues, donc des catalogues comme Hive, comme JDBC, qui vous permettent assez facilement, tiens, voilà le descripteur, donne-moi le metadata.json. Il y a d'autres catalogues qui sont sortis, comme Nessie, comme Glue. Le problème de tous ces catalogues, c'est qu'ils étaient souvent liés à une technologie. Par exemple, JDBC, si vous faites du Python, vous allez avoir du mal à faire du JDBC avec du Python. Vu que JDBC, c'est du Java, ça va un peu être compliqué. Donc, ce qu'on a fait dans Iceberg, on a introduit la spec REST. Vous vous souvenez des 4 specs qu'on a eu au début? Donc, il y a une des specs qui est la spec REST, qui en fait décrit le catalogue sous forme de service REST. Sauf que Iceberg ne fournit que le client. Donc, il fournit le client pour accéder à un catalogue REST, mais il ne fournit pas l'implémentation du catalogue REST. Ça, c'est en dehors de Iceberg. Iceberg fait la spec, et après, à vous de trouver l'implémentation de la spec. L'avantage d'avoir ce catalogue REST, c'est que déjà, il fonctionne avec tous les langages supportés par Iceberg. Donc, on a Go, Rust, Python, Java, bien sûr. Et en plus, il permet d'avoir des fonctionnalités un peu plus avancées qu'avec les catalogues classiques. Lazy Snapshot Loading. Vous vous souvenez, dans le metadata.json, j'ai la liste de tous les snapshots. Imaginez, notamment quand on fait de la data ingestion, je peux avoir des milliers et des milliers de snapshots. Donc si pour aller lire un snapshot, il vous faut charger 10 millions de snapshots, c'est pas le top du top quoi, en termes de perf. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, on va dire, donne-moi la table à ce moment-là dans le temps, la donnée à ce moment-là dans le temps. Donc ça, c'est tout ce qui est snapshot loading. Et pour implémenter ce catalogue, il y a plusieurs solutions. Vous avez Apache Gravitino. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Gravitino. C'est un catalogue qui implémente l'aspect REST de Iceberg. Et vous avez Polaris, qui est un autre catalogue chez Apache, qui est encore en incubation, qui est une autre implémentation de l'aspect REST. Et Polaris, lui, il a une caractéristique, c'est il fonctionne avec n'importe quel query engine ou data ingestion framework qui supporte l'aspect REST. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de gens qui l'utilisent déjà. Snowflake l'utilise beaucoup. Forcément, ils sont à l'origine avec Dremio. Microsoft l'utilise. Google est en train de tester. Il y a des discussions avec certains autres contributeurs. Ce n'est pas encore acté, mais il y a une vraie appétence pour Polaris. Est-ce que c'est bon pour l'intro sur Iceberg? OK. Donc grâce à ça, qu'est-ce qu'on voit après? Il faut bien un query engine. Là, on prépare le terrain à la data ingestion. Il y a 2 query engines, 2 extensions qui sont dans Iceberg. C'est Spark et Flink. Donc dans Iceberg aujourd'hui, vous avez le support de Spark et de Flink, directement fourni par Iceberg. Tout le reste, tout ça là, c'est extérieur à Iceberg, mais ça supporte Iceberg. J'ai mis BIM au milieu là, parce que BIM, il n'est pas dans Iceberg, mais il est quand même chez Apache, à l'inverse des autres. Parce que là, je ne crois pas qu'il y en ait un seul chez Apache. Après, on en a d'autres. On a Doris, par exemple. Doris supporte
supporte Iceberg aussi. On a Flux maintenant qui supporte Iceberg. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, dans l'écosystème Iceberg, vous avez les catalogues, vous avez Iceberg lui-même, donc le format de table, et vous avez les query engines. Plus des outils. Vous voyez que j'ai mis, par exemple, DBT. C'est pas tout à fait un query engine classique. Alors pourquoi on a tout ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut faire des choses comme ça dans Iceberg. Bon, ça, par exemple, c'est du Spark SQL, pour vous donner une idée. Donc, je crée une table, et vous pouvez voir que je la partitionne avec un transform, ça s'appelle un transform, qui va prendre le timestamp qui est ici et qui va extraire l'heure de ce timestamp. Et ça va partitionner par heure. Donc, ça, ce qui veut dire que sur votre, par exemple, S3, vous allez avoir dans des sous-buckets qui vont contenir la hiérarchie qui correspond à ça. Vous pouvez insérer de la donnée, bien sûr, et vous pouvez sélectionner la donnée. Okay, je passe sur tout ce qui est partitionnement masqué, etc. C'est pas le sujet. Bon, on a Iceberg, on a les query engines. Maintenant, il faut se poser les questions de comment on va ingérer. Donc, comment on va ingérer et surtout comment on va gérer les données qui sont dans Iceberg. Et là, on a deux politiques qui s'opposent. On a le copy on write ou le merge on read. C'est comment on va gérer les données qui ont été supprimées, en fait. Notamment quand vous faites du CDC ou quand vous insérez de la donnée. Le copy on write, c'est assez facile. J'ai une table à un instant T, j'ai une table à un instant T1. Et en fait, au moment où j'écris, je filtre déjà les données que je ne veux pas conserver dans mes fichiers parquets. Donc là, vous voyez, j'ai des types de café. Je l'ai fait pendant le soir, donc c'est pour ça que j'ai mis du café, ça me sert. Flight white, pour over, expresso, et à la fin, j'ai flight white et pour over. Okay, donc ça, c'est au moment où j'écris la donnée, je filtre vraiment les lignes, les rows que je veux pas, considérer. D'après vous, c'est quoi l'avantage et les inconvénients de cette approche? Est-ce que vous avez une idée? Quand on... Ouais, vas-y. À la lecture, ça sera plus rapide. Ouais, mais à Mais l'écriture? on paye le coût à l'écriture. Exactement. Donc, lecture super rapide, puisque en fait, le query engine, il n'a rien à faire, hein, il a juste à lire les données. Par contre, l'écriture, ça fait mal. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réécrire le parquet, en gros, hein, grosso modo. Donc, dans Iceberg, on peut avoir une autre approche qui est le merge on read. Et là, on a deux types de merge on read. Donc, l'idée, c'est on ne supprime pas les données du fichier parquet, mais on décrit à côté quelles sont les lignes qu'on veut ignorer. Et là, il y a deux possibilités. Soit on dit, eh ben, je fais de l'equality delete. Donc, en gros, ça veut dire, c'est comme si vous faites un select avec un where, grosso modo. C'est-à-dire, vous allez définir les valeurs des colonnes que vous voulez ignorer. Donc là, dans mon cas, par exemple, j'ai ces trois lignes et je dis tout ce qui est espresso, tu l'ignores. Donc, c'est pas considéré comme ça. Et à la fin, ça nous fait bien le même résultat. Sauf que cette fois, je n'ai pas réécrit mon fichier parquet. C'est toujours le fichier parquet, c'est celui-là. Mais j'ai un autre fichier qui me décrit les filtrages que je veux faire. Et l'autre approche, c'est position delete. Ça, c'est encore plus extrême. C'est j'ai un fichier parquet qui contient plein de row ID. Et là, je décris dans ce fichier quelles sont les positions que j'ignore, quelles sont les lignes que j'ignore. Okay, et à la fin, j'ai le même résultat. Avantage inconvénient de chacun. Ça, c'est génial quand on fait du batch, par exemple, quand on veut insérer un batch. Par contre, dès qu'on fait du CDC ou du streaming, c'est un peu compliqué parce qu'il faut écrire au fil de l'eau. Alors que ça, pour le CDC ou le streaming, c'est bien pratique. Typiquement, ça, c'est plutôt utilisé dans Spark en data ingestion. Ça, c'est plutôt utilisé par Flink, pour vous donner une idée. Donc déjà, ça, c'est une chose à gérer. Le résultat de ça, c'est qu'on peut avoir, en fait, avec les positions delete, on peut avoir plein de fichiers. Imaginez, comme je disais tout à l'heure, à chaque commit, ça fait un snapshot. Vous avez des delete, des fichiers, des petits fichiers d'iceberg, il y en a des caisses et des caisses. Okay, moi, j'ai vu des installs prod Iceberg où il y a plus de fichiers delete que de fichiers parquet. Hein. En termes de, il y a plus de données à supprimer que de données à lire. Donc, c'est pas forcément le plus optimum. On va dire. Donc, c'est normal dans Iceberg d'avoir plein de fichiers. Le problème, c'est que plus on a des fichiers, plus on fait des IO. Et donc, plus on fait des IO, moins on est performant. C'est la palissade. Et la solution, elle est encore plus évidente, c'est que pour dealer avec les petits fichiers, il faut faire moins de petits fichiers, tout simplement.
Alors maintenant, comment on fait moins de petits fichiers? Ben, soit on fait du copy on write quand c'est possible. Donc si vous favorisez plutôt les performances à la lecture et pas à l'écriture, ce qui n'est pas trop le cas en data ingestion, hein. En data ingestion, on préfère d'aller vite pour écrire. Soit vous partitionnez proprement vos tables, n'ayez pas peur de faire du partitionnement. Soit vous pouvez faire de la compaction, je vais y revenir. Soit vous pouvez regrouper les commits. C'est-à-dire à la place d'avoir 10 000 commits, bah, peut-être votre rétention elle est de, je sais pas, 3 heures à la place de 3 minutes. Ça vous suffit d'avoir une rétention de 3 heures et pas avoir une granularité aussi forte. Et potentiellement réécrire les fichiers manifestes. La compaction, c'est quoi? Bah, en gros, j'ai plein de petits fichiers, j'en fais un gros. Ça paraît tout bête, mais c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est de base dans Iceberg. Dans Iceberg, vous avez une opération qui s'appelle le Rewrite Data Files, qui vous permet de recompacter vos fichiers parquets. Donc plutôt que d'avoir plein de petits fichiers parquets, il peut, euh, il peut vous créer des nouveaux fichiers parquets plus gros. Pendant qu'il fait ça, inutile de vous dire que les perfs, c'est pas ça. Et des fois, il peut loquer selon vos file systems. Par contre, vous avez plein de stratégies de compaction comme du Z-order, des trucs comme ça. Ça permet donc du coup aussi de compresser les fichiers delete. Vous savez, tous les fichiers delete qui contiennent mes positions, vous pouvez aussi les regrouper. D'ailleurs, depuis la Iceberg V3, on a les delete vectors. Donc à la place d'avoir un fichier, au début, je vous ai dit, il y a une spec qui s'appelle Puffin. Ce fichier Puffin, qui est spécifique à Iceberg, il sert à stocker les delete vectors notamment. Donc c'est les positions, les ID de fichiers, les positions sont stockées dans un bitmap, hein, un vecteur classique. Le seul problème de ça, c'est génial, c'est tout ce que vous voulez, mais quand vous l'avez fait une fois, ça suffit pas, il faut le faire régulièrement. Et c'est pour ça que des fois dans Iceberg, dans la littérature, vous allez voir la maintenance des tables. La maintenance des tables, c'est ça, c'est compacter les data files, c'est faire l'éviction de snapshot, etc. Ce qui fait que quand vous faites de la data ingestion, eh ben, il vous faut prévoir la maintenance des tables. Il y a des outils d'ingestion qui font ça eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils collectent les métriques quand ils font l'ingestion et après ils savent à quel moment déclencher la maintenance des tables automatiquement. C'était le cas de Upsolver. Pour certains d'entre vous, Upsolver, ils ont été rachetés par Click maintenant. Mais en fait, ils faisaient ça. Fivetran peut faire ça aussi. Pas, pas de manière différente de Upsolver, mais ils peuvent faire ça. Ok, donc on a Iceberg. Maintenant, vous êtes des pros en Iceberg. Comment on fait notre ingestion de données? Il y a trois options principales. La première chose, on utilise le Query Engine. Okay, on va utiliser Spark ou Flink pour faire BIM, pour faire l'ingestion de données. Ou alors on utilise un outil au milieu, Camel, Nifi, Fivetran, etc. Donc des pures data ingestion. Ou on utilise Kafka Connect. J'en parlerai, Fred est là, donc il pourra en parler sans doute mieux que moi dans le détail, mais j'en reparlerai pour les pros and cons. On part sur Spark. Spark, comme je l'ai dit, c'est directement dans Iceberg. Donc il y a un support natif de Iceberg forcément. Il y a toute la maintenance des tables qui est déjà implémentée dans Spark. Donc, ce qui veut dire que quand vous utilisez Spark pour faire votre data ingestion, vous pouvez aussi automatiquement faire la maintenance que vous souhaitez. Ça n'a pas le support des quality delete. Je vous l'ai dit, c'est plutôt batché. Donc forcément, on va utiliser plutôt le positional delete et les delete vectors, ce qui n'est pas forcément un problème puisque le CDC peut être un peu compliqué. Il n'y a pas de support de streaming, puisqu'on dit souvent que Spark est micro-batché. Moi, je n'ai jamais vu de clients qui ont vraiment un besoin de streaming fou, mais je me trompe peut-être. Du micro-batching, ça marche pas mal. Et du fast append qui est supporté. Donc déjà, vous pouvez faire un Spark pour faire de l'écriture, de l'insert, du merge. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'upsert. Ça, c'est pas supporté par Spark. Deuxième option, vous utilisez Flink. Pareil, c'est dans Iceberg, donc support natif de Iceberg. Vous pouvez utiliser, donc le Iceberg Sync, utilise le Flink V2, donc les nouvelles sémantiques, notamment exactly once, et vous pouvez faire de la compaction, et vous avez du fast append. Donc tout ça, vous pouvez l'utiliser de base. Vous renez vos data ingestion avec Spark ou Flink. Vous bénéficiez de tout l'écosystème de Spark ou Flink, c'est-à-dire que si eux vous fournissent des connecteurs autres, ben, vous pouvez l'utiliser pour insérer dans Iceberg. Je vais mettre BIM un peu entre les deux. Vous connaissez BIM ou pas? Apache BIM, ça vous parle? Non?
BIM, ça veut dire Batch and Streaming, comme son nom l'indique. C'est le moteur de Google Dataflow, en fait. Donc, BIM est le SDK de Google Dataflow. Le principe de BIM, c'est vous écrivez le code une fois avec une API BIM et il peut être traduit dans un runner cible. Ce runner, ça peut être Spark, ça peut être Flink, ça peut être ce que vous voulez. L'avantage, pourquoi j'en parle ici, c'est qu'il supporte à la fois le batch et le streaming en fonction du runner sur lequel vous allez exécuter votre pipeline. Il supporte les destinations dynamiques, c'est-à-dire qu'il peut faire sur un Kafka record, par exemple, il peut router en disant ce Kafka record, ça va dans telle table, ce Kafka record, ça va dans cette table, par exemple, à l'intérieur de la même topic. Donc ça, c'est assez pratique. Ça peut créer les tables dynamiquement. Et surtout, ça a tout l'avantage de l'écosystème BIM qui a plein de IOs, donc input-output. Donc vous pouvez faire, par exemple, avec BIM, du lire de JMS aller dans Kafka ou lire de Kafka aller dans ce que vous voulez. Donc il y a un écosystème qui est assez sympa. Camel. Alors, Camel, le support de l'iceberg, il est en cours. Je suis en train de l'écrire, le composant, donc j'ai pas fini. Mais là aussi, vous voulez aller voir comment j'écris le composant, vous l'avez là. Ça va supporter batch et streaming aussi, puisque Camel de base est plutôt orienté message, donc streaming. Et ça reprend un peu la même sémantique. Vu que j'ai écrit le composant BIM pour Iceberg, bah, je me suis vachement inspiré de ce que j'ai fait une première fois dans Camel. Le gros avantage de Camel, c'est un framework, donc vous avez tout ce qui est EIPs, Enterprise Integration Pattern, et tous les composants fournis par Camel. Vous avez 250 composants. Donc si vous voulez faire, par exemple, lire de Kafka, appeler un service externe Salesforce, merger tout ça et l'envoyer dans Iceberg, vous pouvez le faire. Voilà, ça commence à être des intégrations un peu plus avancées. Kafka Connect, c'est un composant qui existe dans Iceberg. Donc, dans Iceberg, on a un composant Kafka Connect qui date d'il y a 2 ans maintenant à peu près, qui a été initialement développé chez Tabular, qui a été ensuite, et donc chez Netflix aussi, et qui a été donné dans le projet Iceberg. Le gros avantage de ce composant, c'est qu'il a un modèle de commit centralisé. C'est-à-dire que plutôt que de committer à chaque fois que vous insérez une donnée dans une table Iceberg, il peut regrouper plusieurs lectures Kafka et committer au moment, donc la gestion du commit est externe. Et donc vous pouvez décider à quel moment, quel est le trigger qui va déclencher le commit. Ça vous permet d'éviter d'avoir des commits tous les 2 records, quoi, qui est une catastrophe pour les métadonnées. Ça supporte la sémantique exactly once, donc EOS, et aussi SMT, donc Simultaneous Multithreading. Ça, c'est aussi supporté directement par le composant Kafka Connect. Si on essaie de voir un petit peu, comme j'ai mis dans le titre, il y a trop de choix, on fait quoi? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de votre use case et de comment vous voulez ingérer vos données depuis Kafka dans Iceberg. Si vous avez du Spark déjà, donc vous utilisez déjà Spark, peut-être ça peut être une bonne idée de continuer à l'utiliser même pour la data ingestion. Donc vous lisez de Kafka avec Spark et vous insérez dans Iceberg. C'est super flexible. Par contre, vous n'aurez pas d'upsert et vous n'aurez pas d'equality delete. Donc à vous de voir si ça correspond à votre use case. Si vous faites du Flink, vous avez du CDC. Donc là, c'est donc Change Data Capture. Donc vous pouvez récupérer des changements de data et être notifié par événement. Et donc, vous réagissez, vous insérez. Il y a les equality delete. Par contre, là où Flink n'est pas super bon, en toute transparence, c'est tout ce qui est évolution des schémas. Donc, quand par exemple, vous avez un Kafka record qui a un schéma qui diffère du précédent Kafka record, il vous faut mettre à jour votre table pour que ça matche le record. Là, des fois, Flink il se prend un peu les pieds dans le tapis, quoi. Il a un peu de mal à faire évoluer le schéma. Autre chose qui est importante, je n'ai pas pensé à le signaler, mais l'évolution de schéma n'est pas liée au snapshot. C'est que vous ne pouvez pas faire du time travel sur les schémas. Vous ne pouvez pas dire redonne-moi le schéma il y a 2 jours. Ça ne marche pas en Iceberg. Et c'est volontaire, hein. C'est par implémentation. BIM, bon, destination dynamique des tables, ça je trouve que c'est super pratique de pouvoir créer, router les records dans des tables différentes automatiquement en fonction de configuration que vous donnez. Ça c'est assez sympa. Il y a tout un écosystème dans BIM qui est pas mal si vous voulez faire de l'intégration un petit peu plus avancée. Par contre, il n'y a pas de maintenance de table ou d'évolution du schéma.
C'est-à-dire que la maintenance de table, c'est quand même à vous de la faire, mais en dehors de votre intégration. Donc à vous de créer vos jobs Spark ou autres qui font la maintenance des tables. Et pareil, l'évolution de schéma, vous oubliez, quoi. Ça va être des tables différentes, forcément. Camel, un peu la même chose. Et en plus, il est en développement. Et Kafka Connect, terminerai sur lui. Pour moi, c'est une solution qui est hyper intéressante parce que l'histoire du coordinateur central, c'est vraiment intéressant pour limiter le nombre de snapshots créés. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a tout ce qui est les sémantiques dont on a vu. Il supporte l'évolution des tables, du schéma des tables. Donc il est capable de matcher le schéma du Kafka Record sur le schéma de la table. Par contre, le processing limité, alors par processing, je veux dire les transformations que vous pouvez réappliquer, tout ce qui est filtering, tout ce qui est content-based router, enrichissement, etc. Et il n'y a pas de maintenance des tables. C'est à vous, encore une fois, d'implémenter vos jobs Spark, par exemple, pour faire la maintenance des tables. Voilà un peu le panel que vous avez pour faire de l'ingestion de données depuis Kafka dans Iceberg. Ce n'est pas les seuls, il y a d'autres solutions. Je voulais juste vous sensibiliser aux questions à vous poser quand vous voulez faire ça. Et puis, j'en termine pile dans le temps, je pense. Sauf s'il y a des questions, rapidement. Juste une question. Ouais. Cette évolution du schéma, c'est l'outil qui va gérer l'évolution du schéma. Par exemple, merci déjà pour la présentation. Juste une question sur l'évolution des schémas. Donc, c'est l'outil qui gère ça automatiquement. Si au niveau de Kafka, par exemple, j'ai une évolution du schéma, j'ai ajouté un nouveau champ, par exemple, c'est pas l'équation, par exemple. Est-ce que ce sera automatiquement add field dans les schémas? Ouais. C'est la tête, c'est l'outil qui va prendre ça en charge. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, quand je parle d'évolution de schéma dans le cas de ces outils, c'est en effet eux qui vont détecter que le schéma du Kafka Record ne correspond pas au schéma de la table et donc va mettre à jour le schéma de la table. Alors, mettre à jour le schéma de la table, c'est pas très compliqué, sauf qu'il y a toute l'histoire des default values, c'est-à-dire quelle valeur du coup il va positionner, etc. Et donc là, c'est l'outil qui va le gérer par configuration. Alors, default values, on l'a rajouté en V3. Donc aujourd'hui, tu as déjà possibilité quand tu crées une nouvelle colonne, par exemple, le cas le plus facile, tu peux décider de la default values au moment où tu crées la colonne ou au moment où tu insères de la donnée avec cette colonne. Et ça, c'est l'outil qui peut le gérer. Ouais. Oui, très bien. Bon, parce que chez nous, on a déjà la stratégie de schéma au niveau de Kafka, c'est full sensitive. Donc, s'il y a une évolution, il y a que des optional fields. Si par défaut, on garde l'ancien field nul. S'il y a un breaking change required field, ça veut dire créer un nouvel schéma. Ouais. Donc, Ouais. Et les réflexions qu'on a, c'est que, on en parlait tout à l'heure avec Fred, c'est que par exemple dans Polaris, il y a des réflexions pour pouvoir réutiliser le schéma registry, par exemple, de Kafka, pour pouvoir automatiquement mettre à jour les métadonnées avant même qu'on insère la métadonnée la donnée dans Iceberg. Bon, ça, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on anticipe ce genre de... Et avec le connecteur Kafka, c'est pas possible aussi aujourd'hui, pas? Le schéma registry n'est pas chez Kafka aujourd'hui. Il est chez Confluent. Donc forcément, on ne peut pas l'utiliser comme ça, quoi. Ou alors, il faudrait faire un composant Confluent, mais c'est plus un composant Kafka. Et aujourd'hui, le connecteur Iceberg de Kafka, c'est pas de Confluent, c'est open source ou bien quoi? Le Kafka Connect? Oui. Ouais, il est chez Iceberg. Il est chez Apache. Ah, chez Iceberg. Ouais, OK, ouais, donc ouais. le connecteur. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux l'utiliser, tu es encore obligé de le builder toi-même. Le code est fourni par Iceberg. Okay. On ne l'a pas mis dans le Confluent Marketplace de Kafka Connect. Ça va arriver. On a des problèmes, j'ai mis mon veto parce qu'on avait des problèmes de licence, de legal, mais ça va arriver. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui encore. Oui, juste une question parce qu'on est en train de mettre une architecture. Bon, on a Kafka, on a Snowflake et on a pensé peut-être mettre au milieu Flink pour le streaming et en même temps derrière utiliser Iceberg comme le stockage des données, une copie pour optimiser aussi. Il est interrogé avec Flink ou bien Snowflake. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Là, tu m'amènes sur le terrain glissant des vendors, donc je vais éviter de dire trop de bêtises. Oui, ça fonctionne très bien en termes de buffer et de transformation, ça fonctionne très bien. Ouais. Après, est-ce que c'est cloud only? Est-ce que c'est... Ah ouais, voilà. Donc on-prem déjà, tu oublies Snowflake, du coup, de base. Ah oui, on ne peut pas interroger. Ah ben non. Non. Oui, donc,
Donc demain, je suis à Big Data Paris où je parle de data sovereignty avec Iceberg et Polaris, où je vais parler de justement qu'est-ce qu'on peut mettre en on-prem pour éviter que ce soit Databricks ou Snowflake aujourd'hui, c'est des super outils, mais c'est que cloud, quoi. Oui, donc, passer par exemple avec Flink. Voilà. On Flink, planifie- Spark, Dremio, selon les besoins de Oui, Flink pour faire les deux streaming. Voilà. En même temps, Ouais. Merci. Une autre question, je t'en prie. On peut continuer après. Ouais, ça autour du marche. biais. Oui. Oui. Je voulais juste savoir, c'est quoi Fast Happen? Tu l'as cité, moi je suis pas Fast expert. Happen, c'est une manière de, quand tu insères un nouveau snapshot, plutôt que d'attendre que toutes les default values sont peuplées, tu peux déjà faire un append, faire ton snapshot et le peupler en asynchrone. Pour les default values notamment, quand tu fais une schéma évolution, des choses comme ça. L'autre avantage, c'est que ça te permet aussi, dans des file systems comme S3 par exemple, donc S3 chez AWS ou S3 mini IO ou Ozone, ça te permet aussi de faire de l'append en bucket. Et donc, tu fais, à la place de faire bloc par bloc, tu fais par groupe de blocs et c'est beaucoup plus rapide en termes de performance, quoi. Et donc là, c'est l'outil qui ingère qui doit le supporter, puisque quand il fait un fast append sur Parquet, Iceberg, il faut lui qui mette à jour le metadata.json en synchrone, quoi. Donc voilà, le fast append, c'est une manière d'aller très vite dans l'insertion de données dans une table existante sans avoir besoin de lire tout le parquet et aller se mettre à la fin. Il doit le faire automatiquement et c'est ce que fait Iceberg en maintenant tout ce qui est offset et tout ça, quoi. Donc ça, c'est l'outil qui doit dire, bah, tiens, tu repars de cet offset du fichier parquet dans cette partition-là, quoi.